Je veux répondre à des besoins qui sont larges, mais de manière simple. L'hypercroissance, c'est plus de 50% de croissance et on y vient, on est dedans, donc faut que ça envoie. Et c'est quand même aussi l'avantage des startups. On teste 3-4 mois et puis allez, pouf, merci, au revoir. Ou non, ça c'est super, on va appuyer. Là, on va mettre de l'argent, on y va, quoi. Vraiment, analysez votre funnel parce que je vous garantis que dans la majorité d'entreprises, le nombre de deals fantômes qui existent, mais il est monstrueux. Je le vois dans chaque entreprise, c'est monstrueux. De toute façon, on le sait, il y a un moment donné, quand on veut passer à 100 millions d'ARR, s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de volonté de changement. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'être reçus par Emmanuel Chaumeau dans les bureaux de Ringover. Je dis nous car je suis en compagnie de Didier Pérodin, fondateur et CEO d'Up2. Et je reprends de mon côté l'animation de ce podcast. Je suis Paul Etienne, producteur des contenus Up2 comme nos webinaires et ce podcast avant tout, et dorénavant animateur avec ce premier épisode un peu spécial. Un premier épisode un peu spécial donc, puisque nous sommes 3 et qu'en plus on a la chance d'être reçus dans les bureaux de notre invité du jour, Ringover. Si vous ne le saviez pas encore, Ringover, c'est une plateforme SaaS de gestion des communications, téléphone, SMS, visioconférence. Ils veulent tout simplifier pour permettre aux entreprises de se concentrer sur leurs propositions de valeur. Ringover compte désormais plus de 13 000 clients dans 84 pays différents, avec de beaux noms comme AXA, Penny Lane, Malte ou encore Best Western. Et en juin 2023, Ringover a réussi sa 2e levée de fonds pour continuer d'investir dans les nouvelles technologies avec l'IA, le machine learning en tête de peloton pour continuer d'améliorer les interactions de leurs clients. Dans le cadre de ce développement prodigieux, Ringover peut compter depuis la rentrée 2023 sur un nouveau Chief Revenue Officer, je vais dire CRO dans la suite du podcast, Emmanuel, qu'on accueille donc sur ce nouvel épisode de Vive la Vente. Comment ça va, Emmanuel ? Ça va bien, effectivement, et merci en tout cas de participer à ce podcast, cette invitation, très agréable. Il y a pas mal de choses à raconter, effectivement, parce que comme ça a été mentionné, c'est une expérience un peu nouvelle chez Ringover, mais comme c'était une boîte déjà bien établie et qui aide beaucoup de sociétés, il y a des bons sujets en tout cas. Il y a beaucoup de transformations commerciales, donc on va essayer de faire un programme assez succinct mais aussi exhaustif, et on va répondre aux questions suivantes. Comment bifurquer sur un modèle commercial BDR ? Comment faire évoluer sa proposition de valeur pour déceler de nouveaux marchés et les conquérir, comment faire monter en compétences ses commerciaux sur toutes les étapes du cycle de vente, et enfin apprendre comment transformer l'organisation de sa force de vente et faire exploser les compteurs. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record, Emmanuel, et revenir sur comment tu es tombé dans la vente ? Oui, alors je vais démarrer par le track record avant de révéler pourquoi. Alors ça, moi j'ai alterné des petites et des grandes entreprises. Parmi les petites, on peut citer des entreprises qui vendent du logiciel comme Microsoft, et parmi les très grandes, à l'inverse, des startups. J'inverse toujours les deux parce que finalement, on se rend compte que si on met en valeur la culture et l'énergie, en fait, on a souvent des grandes entreprises qui n'ont pas beaucoup de personnes mais qui ont une énergie incroyable, et puis des grandes entreprises où parfois c'est un peu plus difficile. J'ai alterné les deux pour justement voir les deux mondes, et ça, c'était très intéressant, et puis je l'ai fait dès le départ. Puisque même quand j'étais étudiant, dans ma junior entreprise, j'ai travaillé pour France Télécom. Et donc, je suis tombé, moi, dans la vente très tôt, puisque en fait, la question s'est posée comme tout un chacun. Et d'ailleurs, je le vis au quotidien cette année, quand on est en terminale, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Et puis, j'ai eu une très bonne phrase, en fait, de mon oncle qui m'a dit, mais tu sais, si tu te poses la question entre les deux, alors que tu es très bon en maths et en physique, garde quelque chose en tête. Un ingénieur pourra faire le métier d'un commercial, un commercial ne fera jamais le métier d'un ingénieur. Donc, démarre avec l'ingénierie, bifurque après sur le commerce, et puis au moins, tu auras 2 super pieds sur lesquels tu pourras effectivement être très droit et avancer dans la vie. Et donc, j'ai suivi ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà, je suis tombé en fait très très tôt parce que je savais dès le départ que même si je suis diplômé en physique nucléaire, je ferai jamais de la physique nucléaire. Ça avait échappé à notre préparation podcast, j'avais pas eu l'information sur la physique nucléaire, mais je trouve ça assez intéressant de voir dans ton expérience que effectivement tu as été à la fois dans des grandes boîtes comme Microsoft et notamment en Asie, mais aussi dans des structures que tu as dû développer vraiment encore plus de par ton influence, de par toi-même, notamment Epay.
C'est quoi les enseignements commerciaux que tu as gardés de ces expériences-là et que tu essayes encore de mettre en œuvre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris de ces premières expériences? Ce que je trouve intéressant, je l'ai vu tout de suite chez Alcatel quand j'ai démarré, c'était d'abord l'humain. On travaillait même sur des dossiers qui étaient très très forts, puisque j'étais en Asie, on travaillait sur des dossiers d'implémentation des réseaux. Il y en avait quand même pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et en fait, on se rendait compte que tout se passait derrière, quoi, et que c'était la relation humaine aussi. Alors qu'on aurait pu penser qu'à ces niveaux-là, c'était monstrueux. Alors oui, c'est une armée de documentation et tout, mais finalement, même là, le relationnel était important. Et quand on gagnait par rapport à des grandes sociétés comme Ericsson ou des Nokia, c'était aussi parce qu'il y avait la meilleure réponse technologique, mais le meilleur accompagnement humain. Et ça m'a toujours suivi dans ma carrière, que ça soit dans les grandes ou les petites entreprises, c'est de se dire, à un moment donné, il y a aussi un lien de confiance. On reste des humains, on n'est pas des robots et il faut pas l'oublier. On peut avoir le meilleur produit, la meilleure méthodologie de vente, ça reste de l'humain. Par contre, il faut l'orienter justement avec la meilleure méthode. Oui, on voit dans nos podcasts que d'abord, on reçoit énormément d'ingénieurs qui pensaient devenir ingénieurs et qui font ensuite d'excellents commerciaux, par exemple grand compte ou de managers commerciaux grand compte. Et je vais faire la transition sur ma prochaine question en profitant. Est-ce que justement, en parlant de cette ancienne expérience, tu pourrais revenir sur ta plus belle vente, une qui te reste plus particulièrement en tête? Alors moi, j'ai toujours dans ma carrière eu l'appétence de comprendre les nouveaux marchés. C'est l'avantage quand on est ingénieur et quand on a fait de la physique nucléaire, c'est qu'on s'intéresse toujours à la nouveauté. Et j'ai toujours gardé ça. Ça parfois effraie ma compagne parce que je lis énormément sur plein de sujets. Mais j'aime cette découverte. Et dans la vente, j'ai appliqué le même principe. Je fais vraiment ce qu'on appelle du business development au sens premier du terme, c'est-à-dire OK, vous êtes à gauche là, c'est super, mais il n'y a pas quelque chose à droite, il n'y a pas quelque chose à faire. Et tout au long de ma carrière, j'ai fait ça. Et donc, mes plus belles ventes, c'est quand finalement, oui, j'ai ouvert des nouveaux secteurs, des nouvelles choses. Et ça, c'est intéressant. Alors, je peux en citer plusieurs. Une qui m'a marqué, c'est par exemple, on lance un nouveau prestataire de paiement. OK, on est très bien dans les jeux vidéo et tout, mais je me dis, mais dans le paiement, l'un des enjeux clés, c'est finalement la fraude. Là où il y a beaucoup de fraude, c'est sur le retail. Allez, on va y aller. On va y aller, on va démarcher, on va prendre son bâton de pèlerin. Et j'arrive à signer très rapidement Promode. Et d'ailleurs, je suis resté en contact. Et pareil, niveau relationnel, quelqu'un qui était capable de faire confiance et de dire, OK, c'est quoi la vision, c'est quoi le chose, vous voulez m'emmener où dans les prochaines années? Et ça, j'adore faire ça. Et ça reste mes plus belles ventes. J'ai ouvert, pareil, j'ai signé avec le GIE de la presse française. La presse avec son propre rythme. Mais voilà, à chaque fois que j'ai ouvert un nouveau marché, je me souviens avoir ouvert Vodafone en Australie. Alors, faire un aller-retour monstrueux juste pour ouvrir l'Australie. Ça, c'est des expériences qui marquent, quoi. Mais parce que moi, j'adore la nouveauté. Et justement, on va voir comment tu arrives à insérer cette nouveauté au sein de ton quotidien chez Ringover, que quand on le disait, tu as rejoint à la rentrée. Tu es devenu Chief Revenue Officer en charge des Sales, Growth Marketing, Care et Ops depuis septembre 2023. Justement, je voulais revenir sur cet intitulé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste au quotidien et les missions que ça a? Ouais, on va en faire un peu de théorie, mais grosso modo, le marketing, ça va dans les années 60. On dit, ça va aider la vente, on va faire de la pub, on va faire des choses comme ça. Et puis après, on en vient, on va faire un grand saut dans l'espace. On en vient dans les années 2000-2010 où on se dit, OK, maintenant, c'est le contenu, vu que tout le monde a accès à Internet, donc on va distribuer le meilleur contenu pour faire venir les gens. Et puis après, là, depuis à peu près 5 ans, on en vient à faire du gros, c'est-à-dire, non, maintenant, il faut aller quand même les chercher, savoir qui on va chercher et arriver à être mieux ciblé. Et puis, ça commence de plus en plus, finalement, à sortir le marketing de l'espace de vente, du vendeur même, en se disant, alors, si le marketing va aller chercher, et puis si après, il y a des discours, comment on fait les liens entre les deux? Et puis derrière, finalement, OK, je signe, puis hop, ça passe à une autre équipe. Bon, très bien, mais tout ça, ça manque de liens. Et finalement se dire mais tout ça c'est lié au client finalement, donc si on arrive à avoir le bon message, la bonne organisation et à considérer que tout ça peut s'harmoniser, on va avoir une efficacité qui va être plus forte et donc du coup effectivement c'est pour ça qu'on crée des postes de CRO comme une vue complète customer revenu en disant OK, maintenant on va le considérer de A à Z et on va essayer d'apporter du lien en mettant l'ensemble de ces divisions sous la responsabilité de quelqu'un. On va enlever la partie tech finalement, RH, finance, donc j'ai pas ces aspects-là finalement, mais je reste au cœur finalement de la machine de client, quoi. Et alors une question, Emmanuel, parce que je suis pas sûr que tout le monde fasse bien la différence entre un CRO et un Head of Sales. Alors j'ai un Head of Sales ou même j'ai un CSO qui me reporte d'ailleurs. Il y a une vraie différence au CSO, c'est Chief Sales Officer. Okay. Donc finalement un Head of Sales, en tout cas un responsable des ventes internationales, il gère 73 personnes. Okay. Mais quand on l'a, OK, ce que j'attends de sa part, c'est de me dire,
bon, voilà, on a tel revenu à faire, est-ce qu'on est capable d'aller faire tel revenu? On sent que les grandes directions, c'est par là, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est la personne qui est sur le terrain qui doit nous l'indiquer. La première chose, d'ailleurs, que j'ai faite en arrivant chez Ringover, c'est de dire, OK, il est où le plan commercial? C'est-à-dire, si je veux aller de Paris, moi, je sais que je veux aller dans le sud, mais je vais où dans le sud? Et ça, c'est à mon directeur commercial de me le dire. Dire, non, on va pas aller à Marseille, en fait, on va aller à Bordeaux. Et je sais que là, il y a du revenu à aller chercher. Parce que c'est quelqu'un de terrain. Donc, il sait où il faut aller le chercher, ce revenu. Par contre, une fois qu'il a dit ça, il faut que derrière, tout le monde s'aligne. Il faut que le marketing s'aligne en disant, en fait, on va passer par là, on va faire ci, on va faire ça. On va du coup, derrière, les clients qu'on va récupérer tout au long du passage, ils n'ont pas la même technologie. Donc, le care va falloir qu'il s'oriente comme ça. Et puis, quand on veut faire de l'upsell et de cross-sell, parce qu'on parle beaucoup de conquête depuis le départ, mais quand même, on le sait, et c'est répété depuis des années, ça coûte quand même moins cher de faire de l'upsell que d'aller chercher de nouveaux clients, tout ça, ça doit s'aligner, quoi. Donc, le CSO, il me donne les grandes directions et les grands domaines en disant, OK, c'est quoi les secteurs, c'est quoi les tailles, OK, et maintenant, j'aligne tout le monde et on y va, quoi. Le sujet d'exécution, c'est chez le CSO et un sujet d'alignement marketing commercial chez toi, dont tu es le garant. Exactement. OK, clair. Justement, cet alignement commercial, marketing, c'est aussi un peu l'alignement vente client et d'aligner votre proposition de valeur avec tous les messages que vous pouvez transmettre. Et justement, je voulais revenir sur cette proposition de valeur. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la proposition de valeur de Ringover qui a eu la chance aussi d'évoluer avec le temps? Donc si tu pouvais nous le rappeler un peu. Alors pareil, vous l'aurez compris, dans mon discours, je reviens toujours à la genèse. C'est un truc, ça vient, ça c'est mon côté ingénieur. C'est-à-dire, on construit pas une grosse machine, on fait pas une fusée si d'abord on comprend pas comment marche un vélo. Donc c'est pareil, dans une société telle que vous l'avez, telle que tous vos intervenants d'ailleurs, c'est bon, super, faut un CRM. D'accord? On a mis un CRM, donc comme ça on suit nos clients, on a de la donnée. Sauf que la principale interaction finalement de la société avec l'extérieur, c'est l'ensemble des conversations. C'est plus que la voix. C'est d'ailleurs, ça s'est développé, ça devient de plus en plus compliqué. On a des WhatsApp, on a des emails, on a des chats, on a des bots. Et donc, tout ça, va falloir le faire justement rentrer dans le CRM et va falloir l'exploiter. C'est ça qu'apporte Ringover. C'est cette capacité de se dire, déjà, on va gérer l'ensemble des canaux de communication, de conversation. Et ensuite, en exploitant l'ensemble déjà avec un outil simple, on va l'exploiter encore mieux, on va le faire rentrer dans le CRM, on va y mettre de l'IA, on va trouver de la valeur à toute cette donnée, parce que la conversation, c'est quand même critique, on en revient à, il n'y a rien sans un relationnel humain. Et donc, nos responsables commerciaux qui sont nos clients, les responsables du care, on a même maintenant des chasseurs de tête, la responsable avec les candidats, on a aussi équipé des gens qui ont beaucoup de fournisseurs, bref, des gens qui ont beaucoup de relationnels. Ce relationnel, il faut le gérer multicanal, il faut être capable de le digérer, il faut être capable d'en sortir de la valeur, et donc être capable de l'analyser. C'est ça, Ringover. Et ça, il faut le faire de manière simple, parce qu'on le sait tous, et vous en discutez d'ailleurs souvent. Bon, un sales, c'est très bien, donc on va reprendre cet exemple. OK, il passe son temps, et puis après, s'il fait un temps extraordinaire à faire finalement de l'administratif, on perd du temps. Et donc, il faut enlever toutes ces tâches rébarbatives, et puis il faut les former, et puis on les forme beaucoup plus facilement si on a déjà de la donnée, si on est déjà capable de l'exploiter, et on va améliorer la productivité comme ça. Donc, une fois qu'on a agrégé l'ensemble de ces conversations, que j'expliquais, une fois qu'on l'a analysé, comme ça booste la formation, ça booste la productivité. Et c'est ça. Il y a des solutions qui proposent un outil de communication. Il y a aussi des solutions qui proposent justement un outil d'analyse, de retranscription de ces communications. Vous essayez de faire un petit peu tout, d'aller de... on n'essaye pas, on y arrive. Qui sont vos concurrents justement sur cette valeur-là? Alors moi, je suis pas un grand fan de OK, on se compare. C'est sûr que je gagne pas 100% des deals. Donc forcément, c'est que j'ai des gens qui sont estimés en tout cas par mes prospects comme faisant quelque chose d'assez similaire. Mais c'est comme un candidat qu'on embauche. C'est toujours une adéquation entre la vision de mon prospect et la façon dont mon produit va répondre. Parce que ce qui est clair, c'est qu'on fait pas de la façon. Donc déjà, tous ceux qui sont sur des énormes plateaux de 2000, 3000 personnes qui font de la façon, moi, j'en fais pas. Donc déjà, je vais perdre par rapport à ça. Ça me gêne pas parce que justement je trouve que la force de tous les produits SaaS, c'est d'être capable de se dire je vais couvrir un scope très très large mais de la meilleure des façons. Et c'est exactement le produit. On a un CTO en plus qui a été récompensé par sa capacité à faire ça. Il le fait de manière extraordinaire. Donc les grands, oui, j'ai des grands concurrents et tant mieux, qui vivent leur vie, qui font de la façon, qui mettent 6 mois à déployer. Allez-y les gars, moi je suis pas dans ce mode-là, je veux de la réactivité, je veux être rapide et je veux répondre à des besoins qui sont larges mais de manière simple. Donc déjà tout ça. Après, on a parfois effectivement du bas de marché. Et donc là, ça va jouer à... C'est pareil, ça reste de la vision, de l'accompagnement. Le conversationnel, alors soit on fait que de la communication, soit on fait de l'omnicanal. Donc déjà, il y a le panel en fonction de ce que veut le prospect. S'il fait que de la conversation,
Ah, vous en avez sur le marché, des gens qui font effectivement juste la communication, pas de débat. Vous avez d'ailleurs chez Orange, ça marche très bien. Orange est un investisseur de Ringover parce que justement, il s'est dit, mais non, il n'y a pas que la communication maintenant, il y a l'ensemble des canaux de conversation. Et donc, après, on va perdre parce que s'il y a que ça, des fois, il va nous évaluer que ça et pas voir tout ça, alors qu'en fait, les WhatsApp, les bots, ça se développe. Oui, mais peut-être que le prospect, à l'heure actuelle, il n'est pas intéressé par ça. Peut-être que la partie intelligence, il se dit, non, j'ai déjà quelqu'un, donc je vais le brancher. Oui, mais en fait, si on est capable de le faire sur tous les canaux, tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner en efficacité. Oui, mais j'ai ma brique. Et puis, vous savez, il y a quand même ce biais qu'à l'être humain. Il a pris une décision il y a 2 ans, il l'a vendue à son patron, il s'est arraché pour la vendre. Quand on arrive, on lui dit, en fait, ce que tu as, c'est bien, mais on peut faire mieux, plus vite, plus fort. Je dis, ah ouais, mais si je dois repartir chez mon patron pour lui dire qu'on va tout casser, des fois, on n'aime pas. Donc, il y a un peu ces biais. Toujours le biais cognitif, de toute façon, auquel tu te poseras, mais on reparlera de la maturité de ton marché et de ton ICP un peu plus tout à l'heure. Et j'ai une dernière question pour cette première partie d'introduction. C'est quoi les enjeux, justement, pour cette année 2024, maintenant que tu as justement fortement pris le poste? On le sent aussi de la manière dont tu vis et retranscris les enjeux que vous avez. Justement, c'est quoi les enjeux futurs de ces 12 prochains mois? La Ringover, à un moment donné, comme toute boîte qui est en hypercroissance, que l'hypercroissance c'est plus de 50% de croissance, et on y vit, on est dedans, donc faut que ça envoie. C'est toujours un modèle d'organisation, c'est-à-dire comment on fait pour grandir très vite et répondre aux besoins de nos clients sans se perdre en route, sans perdre notre âme, et puis tout en se déployant maintenant à l'international. Donc ça, c'est des enjeux, on va dire, assez classiques, et on les retrouve chez Ringover. Le premier critère qui a été fait, d'où mon arrivée d'ailleurs, c'est de dire déjà on va aligner tout le monde en disant ok, c'est quoi les grandes directions, et donc ramener effectivement de la maturité sur les gens qui l'ont déjà fait en disant ok, comment on va soit siloter des parties ou dire non mais là vas-y, va tout droit, t'inquiète pas, c'est bon, soit non là il faut qu'on se parle, et puis après du coup gagner en efficacité. Une entreprise, elle passe par différents stades de croissance. Là, elle a un stade où effectivement on se déploie beaucoup plus à l'international. L'Espagne représente déjà quasiment 20% de notre conquête. Le UK et les US sont des endroits où on pose très fort. J'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé à l'international. J'ai vraiment fait une grosse partie de ma carrière là-bas. Donc voilà, il va falloir travailler tout ça, mais en ayant les bonnes méthodes de vente. Et puis surtout, c'est toujours une adaptation au marché. Dans un marché en hypercroissance, quand tu as un produit qui de toute façon devient nécessaire de par la digitalisation, ok, super. Mais là, on le voit. D'ailleurs, vous le voyez au travers de quelques interviews que j'ai travaillé chez vous. On a passé tous le Covid, super, ça a mis un gros coup de boost sur la digitalisation. Mais derrière, mince, le marché est en train de perdre. Non, nous, c'est l'avantage, on continue. Parce qu'on a une vraie promesse de valeur, faut continuer et pas sur la même organisation qui a permis de rentrer la digitalisation du Covid. On a des concurrents de plus en plus forts. On est, nous, sur un océan rouge, faut pas se tromper. Donc, faut y aller, quoi. J'aime beaucoup l'allégorie de l'océan rouge, l'océan bleu. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est intéressant de s'y intéresser niveau commerce, mais je vais pas rentrer dedans. On est à la fin de notre introduction et de la présentation un peu de Ringover. Beaucoup de succès, mais beaucoup de besoins aussi, de changer un peu au niveau organisationnel. Mais on sent justement que vous êtes finalement un peu porté par le vent en ce moment et qu'il y a beaucoup d'ambition, et on va voir comment ça s'aligne en termes d'organisation. Donc, rentrons maintenant dans le cœur du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Comment est-ce que vous êtes organisé chez Ringover? Maintenant, ou comment on l'était? Parce que si je suis arrivé, c'est qu'on voulait changer de petites choses. Donc, je vais parler de maintenant. Ça m'évitera de critiquer le passé. On regarde que l'avenir, que demain. C'est pour ça qu'on aime aussi travailler dans les startups. Alors, le premier point, c'est effectivement déjà quand on veut aligner le marketing, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, c'était ta question. Premier point, c'est OK, on veut aller où? C'est quoi le plan? En disant où est-ce que ça va demain décoller? Et donc déjà, j'ai regardé ça en disant OK, vous savez, vous les commerciaux, quand vous vous levez le matin, vous vous appelez, c'est quoi vos secteurs et tout? Et donc, je sentais un peu oui, mais non, mais oui, mais non. OK, bon, ça, on va aplanir tout ça. Donc déjà, on va séparer inbound, outbound, channel, très clair. Très simple. Et comme ça, le marketing, je peux y mettre les ressources nécessaires. Je peux mettre des plans stratégiques, effectivement, sur chacun des 3 paliers. Et après, on y va. Donc ça, c'est pour, on va dire, le haut, comment on va très vite les distinguer. Et puis après, se pose la question en permanence de, OK, bon, l'inbound, c'est facile, c'est du SDR. Après, du closing. On viendra sur quelques spécificités du cycle de vente de Ringover. L'outbound se pose des questions depuis pas mal d'années. OK, BDR, full stack. Ici, on était très full stack. Je trouve que full stack, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est OK de faire depuis l'appel jusqu'au closing. Bon, très intéressant, amène une diversité. Les juniors aiment bien, ils sont pas enfermés à faire du call toute la journée. OK. Mais je pense qu'il y a besoin des deux en fait. Je pense que développer des BDR est aussi intéressant sur certains marchés qui sont très identifiés.
Ils disent non, mais là, on a une force de frappe qui est juste phénoménale. Donc, en fait, dès que tu appelles, c'est sûr que ça rentre. Nous, on est très spécialisé, par exemple, sur l'assurance. On en a beaucoup. L'un de nos plus gros est d'ailleurs AXA. Mais on en a énormément sur le recouvrement, sur la finance, les choses comme ça. Bon, bah là, on appelle, on est Ringover, c'est bon, ça prend, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des commerciaux qui sont généralement mieux payés pour aller me faire du BDR. Sauf sur les grands comptes, bien évidemment. Donc, moi, je le vois plutôt comme... je suis pas sur le taylorisme pur, mais plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qui marche sur chacun des secteurs? Et puis, on va essayer, quoi. Et c'est quand même aussi l'avantage des startups, on teste 3-4 mois, et puis, allez, pouf, merci, au revoir. Ou, non, ça c'est super, on va appuyer. Là, on va mettre de l'argent, on y va, quoi. Cette notion de taylorisation du cycle de vente et des métiers de la vente et de ce que vous faites en n'étant pas forcément full stack, en essayant de trouver un juste milieu, je trouve que cette évolution chez les commerciaux, on les voit de plus en plus passer dans un modèle BDA, Key Account Manager, etc. Et que les gens sont finalement un peu moins full stack, à part sur les grands comptes. C'est quelque chose que tu vois, toi, Didier, ou pas, le fait de scinder son cycle de vente comme ça? Oui, c'est effectivement une tendance de fond dans pas mal de boîtes un peu modernes qui ont cette problématique d'aller conquérir, en fait. Je pense que c'est très lié à aussi où est-ce que tu en es dans ta couverture de marché. Donc, quand tu es sur des technos nouvelles ou sur des services nouvelles ou nouveaux, ou que tu dois vraiment prendre des positions sur les marchés, on retrouve beaucoup d'organisations où tu as les BDR d'un côté, les grands comptes de l'autre. Chez nous, ça s'appelle account executive. C'est ça. Qui sont les full stack, en fait. Je pense, la vérité, parce que je la vois quand même bien, évidemment, chez nous, parce qu'on a à peu près 80 sales, mais surtout chez nos clients. Je pense qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients dans toutes les organisations. Donc, à la limite, il faut en choisir une. Je dis pas au hasard, mais... il faut en choisir une avec un peu de conviction et derrière tout est dans l'exécution en fait, et faire en sorte que le geste soit bon à tous les étages, quoi. C'est surtout ça le challenge. C'est comme les régimes politiques. La démocratie est la moins pire des régimes. Ok, très bien, mais pourquoi? Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et effectivement, il faut s'intéresser. C'est pour ça que c'est très lié à deux éléments que tu mentionnes, c'est-à-dire déjà par rapport au marché, est-ce qu'on est en early adopters? Donc effectivement, il faut soit se dire, on va identifier notre noyau puis grandir. C'est un peu la théorie de Peter Thiel 0-1 en disant, ok, d'abord mon petit noyau puis après je grandis. Soit en disant non, on va arroser le marché. Donc déjà, ça va dépendre effectivement où est-ce qu'on en est sur la courbe de maturité de ce produit. Et puis après, ça va dépendre effectivement de sa maturité, de sa propre organisation. Là, je te rejoins tout à fait, quoi. Parce que finalement, ça reste très humain. Enfin, si je prends quelqu'un qui fait du full stack et je lui dis maintenant tu passes 200 appels par jour en BDR. En fait, il explose en plein vol, quoi. Je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui joue en faveur des organisations, full stack ou pas, qui est le type de vente que tu as. Est-ce que toi, tu considères que tu es plutôt en solution selling ou en value selling? En gros, solution selling, c'est il y a un besoin et notre job, c'est d'aller le chercher et d'y répondre. Un peu comme quand on va chez le médecin, j'ai un problème, une douleur, et je demande au médecin une ordonnance. Et puis le value selling qui est quand même un peu plus complexe à manipuler, qui est, en fait, il n'y a jamais de besoin sur la table et les entreprises ne se lèvent pas en se disant, tiens, j'ai un besoin de mettre en place un système intégré et il faut créer le besoin. Et donc là, on rentre dans des sujets de value selling. Ouais. Toi, tu te positionnes comment? Moi, je pense que c'est lié aux évolutions des startups. Au début, on se dit, OK, on a un super produit, une super idée, donc forcément, on a un truc nouveau. Et donc, quand on va en parler, on dit, ah tiens, oui, c'est nouveau, je vais tester. Et donc, on n'a finalement pas besoin de s'intéresser à la douleur parce que le client ou le prospect, en l'occurrence, va tout de suite l'avoir en disant, ah, c'est nouveau. Bon, nous, on n'est plus dans un marché comme ça. C'est très clair. Ça, c'est le premier truc que je suis arrivé ici en disant, bon les gars, vous avez vécu de longues années là-dessus, mais en fait maintenant vous êtes sur un marché de remplacement. Voilà, vous êtes plus sur un marché d'équipement, vous êtes quasiment sur un marché de remplacement, sauf sur les très petits. Alors sur vraiment tout ce qui va être le 1-10 employés. Ok, là quand on leur parle de digitalisation, de gestion des bots, des web chats, là on a encore. Mais dès qu'on va dépasser les 10-15 employés, tous les DIRCO, tous les directeurs du care ou tous les gens qui gèrent le relationnel, encore une fois, savent qu'il faut digitaliser tout ça. Donc ça marche. Et à partir du moment où on est dans un marché de remplacement, ça veut dire qu'effectivement, on n'est plus dans j'ai de la nouveauté un peu flashy. Non, il va falloir aller chercher exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que en fait, tu es déjà équipé, tu as pris une décision et puis je vais devoir remettre en question ta décision et donc je vais devoir aller chercher la douleur. Et donc, on passe d'un modèle où on est très super, on a les plus grandes fonctionnalités, on a une liste de features longue comme le bras, c'est génial, j'ai le meilleur produit à... Ouais, mais d'accord, mais en fait, c'est quoi ton besoin? Est-ce que tu as vraiment une douleur? Est-ce que tu as quelque chose que je peux aller chercher? Parce que,
En fait, on est tous dans un niveau d'efficacité maintenant ou avec des BP assez costauds. Je veux dire, Ringover, mais l'ensemble des entreprises auxquelles on s'adresse. Bon, donc mes commerciaux, la première chose que j'ai fait très rapidement d'ailleurs, c'est le plan de formation en disant non, mais en fait, on va faire sur du consultative selling. Donc, c'est quoi les burning questions? C'est quoi les pains? C'est quoi, donc, ce qu'on appelle les tensions, les conséquences? Comment vous allez me les chiffrer? Et si vous me tenez pas 10 fois le prix, en fait, de notre offre, mais oubliez, votre pipe, il va s'allonger parce que les commerciaux, ils aiment jamais dire non. Le prospect n'aime pas dire non non plus. Et donc, je me retrouve avec des pipes longs comme le bras, mais qui, en fait, sont morts. Et dès qu'on s'intéresse en disant, mais pourquoi il te parle, en fait? C'est quoi son vrai besoin? Et là, je te rejoins tout à fait. On va chercher, effectivement, l'attention, la conséquence. Et il y en a plein, en fait. Il y en a plein parce qu'on a cet avantage d'avoir un UX très, très fort. On a cet avantage de coupler, effectivement, en plus l'analyse. Les gens pensaient à digitalisation en disant, oui, OK, j'ai le système sur mon PC, d'accord, mais comment tu formes? Comment tu t'améliores en efficacité? Comment tu te relis au CRM? En fait, il y en a plein. Par contre, il faut aller chercher. Il ne faut pas juste pousser de la fonctionnalité parce que, comme tu l'as dit, sinon, bon, c'est très sympa, mais on n'a pas passé ce temps-là, quoi. Donc, value selling, solution selling, océan bleu, océan rouge, c'est aussi, je pense, que ça concerne. Mais je voulais revenir sur un terme que tu as utilisé un peu plus tôt, qui était le channel, en opposition à l'outbound et au inbound. Le channel, je crois que c'est ce que vous appelez chez vous la vente en direct, ou ce que d'autres entreprises peuvent appeler les partenariats. Vous avez une quinzaine de personnes chez vous qui est en charge de ce canal-là. C'est assez rare. Comment ça fonctionne pour vous? À quel point? et pourquoi? C'est assez rare. C'est la première fois où j'arrive dans une organisation où c'est aussi développé et ça rapporte autant en termes de revenus. Donc, tant mieux. Je m'y suis intéressé, curieux de naissance que je suis, en disant, bah tiens, super, on va aller regarder pourquoi ça marche. Puis ça marche plutôt bien. Et puis, moi, venant du monde SaaS, le channel, c'est OK, on prend des gros alliance managers, on va s'intéresser là où il y a les grosses marketplaces. C'est qui nos plus grands marchés? C'est comme j'expliquais. En fait, les CRM, c'est souvent par là que ça rentre. Dès qu'on s'équipe de CRM, on change l'ensemble des outils pour bien s'interconnecter. Donc, moi qui viens du monde du SaaS, j'avais des gens effectivement responsables en me disant, voilà, tu vas me faire des deals avec les HubSpot, les Salesforce, les Zoho, les Celsi, enfin, tous nos partenaires d'ailleurs, que je remercie. Mais ici, c'était pas ça. Et en disant, ah non, tiens, c'est vraiment de la vente indirecte. Je dis, moi, la vente indirecte, ça m'évoquait Carrefour, quoi. Je fais un produit, je le donne à Carrefour et elle dit, oui, mais finalement, l'un des fondamentaux de notre produit, moi qui suis très SaaS, oui, mais ça reste justement la conversation, ça reste l'échange. Et donc, finalement, ça, c'est géré au quotidien par des intégrateurs, par des gens qui sont très proches de nos clients. Et donc, le directeur commercial qui, lui, venait du domaine des télécoms, me disait, mais oui, mais justement, c'est très abordé par ce prisme-là. Et donc, on l'a démarré comme ça et ça marche bien. Maintenant, on a développé beaucoup d'outils très intéressant pour aider ça. Et puis là, on est arrivé à un niveau où même on équipe effectivement ce qu'on appelle la marque blanche, marque grise. Et donc, on va encore plus loin. Et parce qu'on a pris ce virage très, très tôt. Et Dieu sait que pour l'avoir fait dans d'autres startups, c'est très compliqué. Quand on a un modèle de vente directe, vraiment avoir un modèle de marque blanche, on se dit oui, bon, c'est simple, on y colle un logo. Non. C'est très compliqué. Moi, j'ai fait d'anciens deals avec effectivement des fournisseurs de sites internet quand j'étais dans les paiements et tout. C'est très complexe. Et ici, on a craqué le modèle. Donc là, on est en phase d'expansion très forte et en plus, le marché est en train de se concentrer, donc c'est super pour nous. Et comme on a démarré cette value proposition, on va dire, très tôt, tant mieux, on peut l'exploiter. Et ça, c'est un vrai challenge. Dans l'alignement de tout ça, et ce que tu as voulu mettre en place dès le début, c'est quoi justement les premières choses, les priorités que tu as voulu changer dès le départ? On parlait de l'organisation un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On a parlé déjà des deux gros sujets sur lesquels moi je tenais à cœur. C'est je veux un plan sectoriel divisé par terme d'orga pour atteindre une efficacité rapide, mais surtout pour pouvoir mettre l'organisation au pas. Je considère, alors ça fait un peu militaire quand je dis ça, mais je considère que finalement le commerce doit impulser une certaine langue. En fait, c'est comme une langue étrangère. Dans chaque entreprise doit créer sa propre langue. Et pas celle qui est impulsée par la tech, justement, de dire, ah oui, alors la fonctionnalité s'appelle truc muche. Non, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on parle avec nos clients, nos prospects, la façon dont on se parle même entre nous et de ce langage qu'on va établir. Et donc, c'est finalement les besoins, les tensions, les conséquences, la raison d'être. Tout ça, pour moi, c'est un langage. Et ce langage, il doit être approprié par l'ensemble, par le marketing, par le care. Et donc ça, je voulais déjà l'établir. Et on l'établit de la première façon, c'est effectivement, en ayant une expertise, donc l'inbound, l'outbound, le channel. 2, en ayant un plan commercial très stratégique, en disant, OK, on va le dérouler comme ça, où est-ce qu'on veut attaquer? Et 3, on le partage et on crée cette langue en commun et on va commencer à l'enrichir.
Et puis, du coup, on va apporter effectivement de la méthodo. Donc, ça a été vraiment mes 3 axes. La séparation de l'organisation de vente, effectivement, tous les plans et l'alignement du marketing, du care sur les plans commerciaux. Et puis, la formation en value consulting en disant, bon, maintenant, on arrête. En fait, on est sur un marché de remplacement dans la majorité des cas, sauf sur les petits. Et donc, on va s'intéresser à du consulting selling, quoi. Ça a été les 3 grands axes que j'ai pris. Il y a quoi comme principe à respecter quand on arrive dans une nouvelle force de vente et qu'on veut opérer des changements aussi radicaux comme ça? Est-ce que tu as des conseils pour peut-être les managers qui nous écoutent qui vont reprendre des forces de vente conséquentes avec des changements tout aussi conséquents? La première, c'est de jamais dénigrer. Mais ça marche sur tous les postes, pas que les responsables commerciaux. C'est quand on arrive dans une entreprise, si on considère qu'on est le cadre en disant « Les gars, vous avez rien compris, j'arrive », non, ça marche pas. Faut quand même respecter cette entreprise. Je suis arrivé, elle avait déjà plus de 250 personnes, 270. Elle avait déjà fait un beau parcours. Oui, il y avait des questions qui se posaient d'amélioration, mais enfin, à un moment donné, il faut être humble. Moi, j'ai jamais créé une entreprise de A à Z. J'ai participé à beaucoup de jeunes entreprises. Je suis arrivé parfois 20e, on a été jusqu'à 200, des choses comme ça. Donc, ça, je connais, mais quand même, la notion de création et de créativité, il faut la reconnaître. Donc déjà, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Et puis après, faut comprendre. Il faut comprendre. Donc déjà, on fait un petit audit, on regarde à gauche, à droite. Bon, quand on voit tout de suite quelque chose qui marche pas, c'est la notion des quick wins. OK, on y va. Là, c'est bon, ça, je sais faire. On va aligner tout le monde, on va régler. C'est aussi l'avantage. En tant que CRO, j'ai quand même beaucoup de monde sous ma responsabilité. On est plus de 180, donc bon, il y a matière, il y a de l'énergie, quoi. Donc, on peut aller combler. Et puis, le troisième élément, je dirais, c'est... Moi, je l'enseigne. Je suis aussi professeur en transformation digitale des entreprises. Il y a un livre qui est pour moi extraordinaire, qui est le livre de Kotter sur la transformation. Et la première chose qu'il indique, c'est s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de volonté de changement. Ça, c'est très très clair. Et donc déjà, c'est se rendre compte en disant qui a le sentiment d'urgence? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence? Est-ce qu'on le voit? Mais pas celui du codir. Les équipes en bas, là, celles qui sont tous les jours en train de ramer, là, elles ont des vrais problèmes, elles ont besoin de changer ou pas? Et là, on commence à voir. Et là, après, bon, je ne vais pas refaire tout le diagramme, mais franchement, j'invite tout le monde à lire ce livre. Il est ultra fin, alerte sur la banquise, extraordinaire. Une fois qu'on a senti qu'il y avait un sentiment d'urgence, on crée la petite équipe et puis ça y est, on entraîne. On entraîne et on commence à changer l'organisation. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en parlant de toutes ces équipes, est-ce que tu peux rappeler un petit peu pour nos auditeurs combien de personnes vous avez en outbound, en inbound, au channel, on a dit une quinzaine, et ensuite, quel est le pourcentage justement de chiffre d'affaires que vous générez sur chacun de ces canaux d'acquisition? Oui, alors on a, je disais, l'organisation de vente, c'est à peu près 75 personnes. Donc effectivement, on en a une petite quinzaine sur le channel. On en a, allez, je pense une vingtaine. Je vais dans les grandes mailles. Vous ne verrez pas s'il y a le chiffre, parce que ça évolue en permanence. Donc quinzaine channel, une vingtaine sur l'inbound et le reste sur l'outbound. L'outbound, forcément, est beaucoup plus consommateur. On sait que c'est un métier beaucoup plus compliqué, déjà d'un point de vue sales, non pas d'un point de vue orga, mais d'un point de vue sales. Donc, on met aussi de l'énergie. Par contre, c'est aussi ce qui a le moins de leverage. Donc, voilà, ça se construit et ça se construit avec une valeur forte. Et au cœur de, du coup, cette force de vente qui ne cesse de grandir, et c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est aussi en lien avec tous les enjeux qu'on évoquait un peu plus tôt. C'est quoi les pratiques commerciales, mais aussi managériales, que vous avez mis en place et qui, selon toi, vous êtes un peu expert sur ces pratiques-là et qui peuvent peut-être inspirer les responsables commerciaux qui nous écoutent? Je pense que, alors, il y a effectivement toute une notion de rituel qu'il faut mettre en place, il faut le faire vivre. Les commerciaux, on les adore parce que c'est toujours des fortes têtes, donc c'est une communauté assez costaud. Et en même temps, c'est un métier que je trouve parfois très solitaire. Et puis se dire, non, justement, on va créer en équipe et on va façonner tout le message autour de ça, faire en sorte qu'ils s'entendent très bien. Donc, il y a tout un ensemble de rituels, de séminaires qu'on a mis en place. Je pense pas que nous, on est experts là-dessus, mais en tout cas, on l'a appliqué. Là, par contre, où on a une vraie expertise, mais qui vient aussi de notre produit, c'est de se rendre compte très vite et de manière très fine, c'est quasiment chez tous nos commerciaux, d'arriver à comprendre les besoins. Mais ça vient aussi du fait qu'on est les premiers utilisateurs de notre produit. Et donc, finalement, ici, on n'avait pas besoin d'aller très fort. J'ai fait des entreprises dans lesquelles on est obligé de leur marteler le produit toutes les semaines, quoi. Parce que il est un peu intangible. Quand vous vendez du paiement, je peux vous assurer que c'est pas la même, quoi. Enfin, versus là c'est assez simple en fait, simple. En tout cas, l'interface, je la vois. Donc ce que je vais vendre aux clients, je l'utilise.
Voilà. Et donc du coup, ça a permis aussi de se spécialiser très fortement sur plutôt la méthodologie et les choses comme ça, quoi. En disant mais en fait l'aspect produit. Alors la chose c'est que là typiquement j'en reviens. J'ai martelé pendant 5 mois sur la formation, la méthodologie, la philosophie. Et puis là on a dit bon, maintenant on va revenir un peu au produit aussi parce que là on est en train de se manger un tas de choses. Je dis ouais, tout à fait. Une fois que j'ai passé ces étapes-là, maintenant on va revenir. Et donc là on est à nouveau sur un cycle de produits, de fonctionnalités pour former les commerciaux. Et on est quand même très très bon sur la gestion des comptes de test. Et là, on va à nouveau changer notre self-serve. Et de toute façon, on le sait. Il y a un moment donné, quand on veut passer à 100 millions d'ARR, voilà, non pas la licorne, mais le centaure, le self-serve et le fait de dire moins on leur parle, plus c'est simple, bon, bah, ça va être primordial. Et donc, on est assez bon là-dessus, mais on va devenir encore meilleur. Je retiens cette statistique qui sera idéale pour permettre aussi une très bonne diffusion de cet épisode. Et je te remercie pour cette bonne pratique qu'on continuera de creuser, puisqu'évidemment, ça fait aussi beaucoup de choses qui peuvent inspirer nos auditeurs. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur les rituels à mettre en place pour notamment stimuler un peu l'émulation de sa force de vente. Nous, on a des rituels mis en place chez Up2. Il y a aussi le télétravail qui est arrivé depuis la crise sanitaire. Comment tu vois justement l'évolution du métier de la vente et ce besoin d'être finalement en collectif et aussi l'arrivée du télétravail justement pour essayer de conserver cette force collective? À un moment donné, ça impulse une idée, c'est que le bureau devient aussi un lieu social en fait. C'est le lieu où on se rencontre, c'est le lieu où ça évolue, c'est le lieu où en fait ce vaisseau amiral qui est une entreprise, il prend vie, il prend forme parce que une société avant tout c'est des humains qui la construisent. Moi j'aime bien cette notion, surtout chez Ringover, je trouve qu'elle est très vraie vu qu'on a plein de filiales. J'ai un vaisseau amiral, c'est le HQ. J'ai des navettes à côté qui sont effectivement mes différents pays. Chacun se construit un peu sa vie. Tout ça doit être impulsé. Mais c'est pas le vaisseau. Enfin, il bouge pas tout seul, quoi. Donc, à un moment donné, si vous revenez pas de temps en temps dans le vaisseau amiral pour comprendre comment les processus, les discussions, l'être humain, l'organisation a évolué, mais en fait, vous vous retrouvez sur une barque larguée et puis le vaisseau, il a continué tout seul, quoi. Après, il est évident qu'en fonction des profils de gens, c'est plus ou moins efficace. Quand tu as des juniors sales et qui doivent faire de la outbound et qui doivent être surtout formés pour progresser dans leur capacité à vendre de la valeur ou des solutions, il y a un moment, effectivement, en tout cas chez nous, on s'est vite rendu compte que le télétravail, c'est pas de bon truc. Non, il faut qu'ils soient au bureau juste pour partager, en fait, se former, ne serait-ce que pour ça, quoi. Au-delà de l'adrénaline qu'on arrive collectivement à créer quand même plus facilement. Voilà. Voilà. Après, quand tu as des populations qui sont des commerciaux un peu plus seniors et qui ont vraiment ce besoin d'autonomie et qui sont performants parce que justement ils vont faire beaucoup de transactions et qui savent travailler, qui ont les bonnes méthodes de vente, etc. Vraiment, là, je pense qu'il faut s'adapter en fonction de la personne. Et s'il y en a qui cartonnent de leur canapé chez eux, alléluia, quoi. Hein. Faut évaluer le degré de liberté et puis de temps en temps se dire, bon, quand même, par contre, on revient, on a changé deux, trois choses, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, pour être un peu ton ambassadeur, avec des solutions comme les tiennes, de toute façon, tu vois bien quel est le bon rythme qu'il faut doser, parce que tu vois ce qui se passe normalement sur l'activité transactionnelle avec les clients, parce que tu peux l'analyser avec des KPI assez clairs. Et si tu te rends compte que le vendredi en télétravail, en fait, on parle plus aux clients, là, il y a un problème. Et à mon avis, il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup d'entreprises à cause de ça. Ouais, après, sans être un outil de tracking, c'est plutôt se voir sur la performance. Finalement, moi, je sais que on en a discuté avec les commerciaux en disant, avec les directeurs commerciaux en disant, tiens, on voit les pics d'activité là ou là. Puis finalement, on a regardé, oui, mais finalement, c'est là où on a le plus faible taux de décroché. Donc, on va y coller les formations ou les process ou les choses comme ça, quoi. Donc, effectivement, il faut l'ajuster aussi en fonction de l'efficacité puis du marché, quoi. Et ça, c'est clair. Lisser, finalement, en fonction de l'activité du marché, tu pouvais finalement peut-être avoir des pics, on va dire le mardi, le jeudi, et avec le télétravail des gens qui est plutôt le lundi et le vendredi, peut-être des pics inversés. Mais finalement, ça finissait par se lisser et apporter les résultats. Typiquement, l'une des fonctionnalités les plus appréciées, c'est la heatmap. Sur l'outil Ringover. Ça, en termes de formation et de suivi des équipes, c'est clair, c'est fantastique. Parce que ça te donne, si j'essaie de comprendre, ça te donne littéralement la conversion appel et ensuite appel décroché et ça te fait comprendre quels sont les meilleurs créneaux pour appeler. C'est ça, on voit où ça marche, où ça fonctionne le mieux, quoi. Ou même sur le care. On dit c'est à 9h, non, en fait, c'est pas à 9h. C'est à quelle heure, Emmanuel? En fait, c'est marrant, on en parlait, ça dépend vraiment des marchés. On commence à avoir un avantage, 13 000 clients, ça commence à peser un peu, donc et on le voit. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, il y a des marchés. Alors,
c'est plutôt déjà toute la partie texte, que nous on n'a pas le droit d'y toucher, d'aller regarder, RGPD. Puis bon, des fois eux ils regardent, ils ont certifié, donc ils nous disent rien sur OK, j'ai vu telle entreprise ou telle chose comme ça, mais ils disent tiens, j'ai vu effectivement des comportements étranges où en fait c'était à 18h que ça marchait le mieux. J'ai ah oui tiens, surprenant. Puis bon voilà, on n'en parle pas plus loin que ça, mais des fois ça me vient en disant mais ça nous force à nous poser la question en disant mais c'est vrai là, je suis en train d'attaquer telle verticale, finalement c'est quoi? On en revient à se reposer les questions. Des fois, il faut revenir à l'essentiel. Comme je disais, on fait pas tout de suite, tout le temps, quoi. On fait pas la même chose. Et nous, on met du rituel sur les horaires qu'on pense le mieux. Et même moi, quoi, sur le podcast, les directeurs commerciaux que je contacte, par exemple, sont beaucoup plus joignables à l'heure du déjeuner et en fin de journée. Donc, il y a vraiment une typologie en fonction des positions. Mais justement, je vais revenir un peu à l'opérationnel. Vous avez forcément des objections. On en parlait un peu plus tôt. Il y a certains types d'acteurs que vous pouvez aller chercher. Et on parlait tout à l'heure du sentiment d'urgence aussi, qui est assez important. C'est quoi les objections les plus courantes que vous pouvez avoir une fois que vous êtes quand même bien établi dans le cycle de vente, et comment est-ce que vous y répondez? Alors, l'objection pour moi la plus courante, c'est vraiment le sentiment de bon bah la conversation, j'ai du téléphone et ça me va bien quoi. Et donc finalement j'ai pas besoin de plus. Et ça, c'est un peu comme les analyses des directions commerciales quoi. C'est-à-dire quand on regarde où est-ce que ça plante. Bon, c'est pas forcément tout en bas, il faut arriver à évaluer son degré de rapidité et de changement. Quand on a un message comme ça, alors soit on va remonter d'un cran en disant OK, c'est pas la bonne personne, elle n'a pas la capacité de changer, et donc il va falloir aller taper le CEO qui lui est en fait dans une projection long terme et lui expliquer que oui, bon, mais il a peut-être un téléphone, sauf que les fameuses statistiques qui disent qu'un commercial en fait va passer 3/4 de son temps à traiter du CRM. Bah avec des outils comme les nôtres, on le diminue, mais fantastiquement, quoi. Mais ça, il faut être capable de le comprendre. Ou alors, bah ok, pour l'instant, c'est du téléphone. Mais je lisais avant-hier, un article sur LinkedIn qui disait, mais en fait, on a monté des systèmes où maintenant, ça trône sur WhatsApp. Bah, c'est super, mais en fait, si pareil, on n'arrive pas à coordonner tout ça dans un outil, ça fonctionne pas. Donc, dans un marché de remplacement, parce que ça reste quand même un marché de remplacement sur la communication, c'est de comprendre que, il y a une meilleure manière de le faire. 2, la communication en tant que telle n'a plus de valeur, c'est la conversation. Et 3, ces données, en fait, ça s'exploite. Et donc, pour avoir une meilleure efficacité et une meilleure formation, il faut exploiter tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on va les contourner et qu'on va amener quelque chose. Nous, on a l'avantage, c'est on a vraiment réputé sur le marché comme étant le produit qui a la meilleure interface. En termes de fonctionnalité, long comme le bras, mais surtout, ce que je reconnais très très fort, d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai fait aussi mon audit pour venir chez Ringover, c'est de me dire mais ce produit effectivement quand j'ai appelé, je vais pas dire la terre entière, mais quand j'ai appelé beaucoup de monde, on m'a dit mais c'est un produit qui a une profondeur énorme, mais surtout ils ont réussi à avoir une interface qui était top. Et ça par contre, faut arriver à le faire passer. Et c'est compliqué parce que c'est pas je te vends de la valeur, non, il faut que je te le montre. Et donc nous il faut qu'on arrive au compte de test. Notre clé, par contre, dès qu'on est sur le compte de test, qu'il l'a essayé, généralement, ça déroule. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as des objections qui se passent plutôt justement après la phase de démo, qui sont vers la fin du cycle de vente? Ça peut être le prix, ça peut être d'autres choses, mais justement, moins. Oui, mais ça, pour moi, le traitement des objections, si on a fait 80% une bonne disco avec une value selling, il y en a pas. Il y en a pas. Et ça, je m'arrache les cheveux à essayer de convaincre les gens qui sont toujours pas convaincus. Mais pour moi, elle est liée là. 80% du travail, elle a lieu à la discovery. Si on était capable d'identifier les points de douleur, les tensions, les conséquences, de les chiffrer et qu'en fait, alors moi, c'est très clair, c'est un ratio, c'est 10 fois le prix de vente. Bah, quand j'ai ça, il n'y a plus de question, en fait. Parce que même quand la personne va dire, oui, non, mais j'ai pas le temps. OK, pas de débat, vous n'avez pas le temps. Je me permets de rappeler. Voilà pourquoi on s'est parlé, voilà les douleurs que vous rencontrez, voilà ce qu'on est capable de faire. Que vous ayez pas le temps, c'est pas un souci. Dans ces cas-là, on en discute. Juste une petite information, on a 80% de nos clients qui déploient en 2 semaines. 2 semaines. Moi, j'ai rarement vu ça dans le SaaS. Mais comment tu fais? C'est intéressant ce que tu disais sur le rapport 1 à 10, en fait, en disant, bon, à partir du moment où la douleur du client elle est 10 fois supérieure au prix de ce que tu vends, normalement, c'est bien un acte rationnel que d'acheter, quoi. Exactement. Et comment est-ce que tu fais pour avoir des commerciaux qui sont capables d'aller évaluer la douleur, en fait? Parce que ça, c'est une vraie démarche de ROI qui est compliquée à faire pour des commerciaux, encore plus pour des SDR, souvent. Enfin, il faut une certaine maturité pour faire ça. Il y a 3 niveaux. Tension, conséquence, chiffrage.
Le premier déjà, ça a nécessité de faire un audit assez fort sur ok, c'est quoi vraiment les tensions et d'arriver à les regrouper par item. J'ai l'avantage, c'est que j'avais quelqu'un ici qui était formé sur la Sales Academy, donc qui accompagne les sales. Et les sales, on les a tous regroupés, on les a fait travailler là-dessus. Il en est sorti très rapidement un très joli travail sur l'ensemble des tensions. Donc ça, on a pu l'identifier. Mais une tension, c'est assez simple. C'est oui, ok. J'ai l'impression que mes commerciaux passent trop de temps sur leur CRM. Bon, ok, c'est une tension, ça. Et ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence, effectivement, qu'ils appellent pas. Ok, on l'estime. Donc là, on arrive à sortir quelque chose. C'est-à-dire que, en termes de productivité, ça, c'est une vraie conséquence. Maintenant, on va passer au troisième niveau, c'est un chiffrage. Ok, très bien. S'il passe moins de temps, ça veut dire quoi? À votre avis, il pourra appeler combien de fois plus? 20%. Ok, très bien. S'ils appellent 20%, étant donné que vous avez un taux de conversion d'à peu près combien? 40%? Ça va vous sortir à peu près combien de deals supplémentaires sur une semaine? Ok, vous avez combien de commerciaux? Donc, grosso modo, vous arrivez à sortir à peu près, sur le mois, une quinzaine de deals. C'est quoi la valeur moyenne de votre deal? Elle est à 1 500 €, donc on fait 15 fois 1 500 et voilà. Ça fait partie de ta découverte, quoi. Ouais. Tu demandes au commercial de la faire et tu partages les résultats de ça avec ton client, en fait. Ouais. Pour l'aligner sur le ROI, en fait. Ouais. Et ça, ce dernier point, oh là là, ça c'est costaud, ça. Ouais. Ça c'est vraiment costaud. C'est-à-dire que souvent, mes commerciaux vont être très bons sur la tension, mais alors comme tous les commerciaux, je pense pas que les miens, ça fait quand même trois entreprises où je forme les commerciaux, c'est « Ah, vous avez un problème là? Mais j'ai la solution pour vous. Mais pas de souci, regardez, j'ai telle fonctionnalité, puis j'ai un tel, ça marche super bien chez lui et tout. » Il y a un problème, et ça, je m'évertue à le faire comprendre. Alors, si mes prospects l'entendaient, ils seraient fous, mais ça a été démontré par un nombre d'études importants aux États-Unis. C'est-à-dire que quand un prospect vous énonce un problème et que vous lui amenez une solution, se provoque un court-circuit chez lui. Il dit problème, solution, plus de problème. Alors qu'il a rien. Vous lui avez rien mis en place, mais vous lui avez donné la possibilité de le résoudre. Donc, ce que ça a créé psychologiquement, c'est que la prochaine fois que son boss va le voir, il dit « Ah oui, mais t'inquiète pas, je sais le régler. » Mais il ne le règle pas. Et donc, je demande à mes commerciaux de dire « Non, vous avez un problème. Vous identifiez la tension, vraiment, mais la vraie tension, mais surtout la conséquence qu'il y a derrière. Le chiffrage, ça met du temps. Il faut vraiment avoir des cadors qui arrivent à descendre dans cette polémique. Mais déjà, si vous arrivez à sortir la tension, la conséquence, et vous savez quoi? Vous le laissez là. Vous me le laissez. En disant, OK, donc on s'est dit que tous vos problèmes, c'était ça. Vous avez essayé quoi pour les résoudre? Ça. Ça marche pas, vous en êtes toujours pas satisfait. OK, très bien. Vous savez quoi? La prochaine fois, on en parle et je vous explique en fonction de ce que vous voulez faire, comment on va le faire. Et je le laisse là, je le plante. Et là, il est attrapé. Alors, soit il est vraiment attrapé et il se dit « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu que j'avais mal là, puis j'avais mal là, et puis j'avais mal là. » Ah ouais, donc là, effectivement, il rumine, il fait son truc. Et là, la prochaine fois que vous l'avez au call, bah oui, OK. Maintenant, comment on résout ça? Parce qu'effectivement, j'avais pas vu que j'avais tous ces problèmes-là. J'étais en perte de formation, j'étais en perte d'efficacité, que mes commerciaux, ils passaient trop de temps sur mon CRM, qu'analyser effectivement tous mes mots-clés, ça me prenait du temps. OK. Mais parce qu'il a eu le temps de le prendre. Si vous amenez tension, conséquence, solution, il prend pas. On sort un chiffre très souvent chez Up2 dans notre communication à travers justement cette organisation commerciale qui est un peu nécessaire pour tous nos vendeurs, c'est que les commerciaux passent 66% de leur temps sur les tâches administratives et pas sur le fait de proposer la valeur de leur entreprise. Ringover sert à justement essayer de faire gagner du temps sur ça. Il y a quoi d'autre comme outil que tu recommanderais, pas seulement Ringover évidemment, pour tous les utilisateurs de produits autour de nous, pour tous les directeurs commerciaux? Ils cherchent tous à gagner en efficacité en 2024, faire plus avec moins. Quels sont les autres produits que tu recommanderais pour faire ça? Alors, ça serait pas les produits, ça serait une organisation. Enfin, si j'ai quelques produits, mais je vais déjà démarrer par une organisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut tous piloter du chiffre, se dire data-driven, même si l'être humain, quand même, il aime bien prendre une décision le matin quand il se lève avec un café, quoi. Mais quand même, moi, je suis ingénieur, donc on va reprendre un peu cette côté de data-driven. Donc déjà, c'est comment on va réussir vraiment à faire sortir des chiffres. C'est-à-dire, c'est quoi votre pipe? C'est quoi la longueur de temps dans chacun des éléments de pipe et comment on va le piloter? Et pourquoi je parle d'organisation? Parce que pour moi, c'est les équipes Ops qui vont jouer un rôle fondamental là-dedans, en fait. Quand on a une vraie équipe Ops, on va comprendre que entre le produit qu'on vend, mais la machine interne, on reprend cette notion du vaisseau amiral, mais s'il n'y a rien qui le propulse, ça marche pas. Et ce qui propulse pour moi les sales sur un autre niveau, c'est des Ops qui sont ultra forts, qui sont capables de dire « Ok, tu veux piloter quoi en tant que DIRCO ?» Et chaque DIRCO a un peu ses KPI. Mais s'ils passent un temps de dingue à les piloter, si même les commerciaux passent un temps de dingue à arriver le matin à se dire
au fait, j'appelle qui, je fais quoi? Mais non, en fait, on doit avoir des dashboards, des choses très complètes en disant, attention, là, un tel, ça fait 2 semaines, pas de nouvelles, donc on va l'avoir. C'est l'équipe Ops, c'est l'organisation qui doit faire la clé. La deuxième vecteur pour moi d'optimisation, là on en vient à du growth marketing qu'on nous parlait tout à l'heure, c'est moi j'ai fait des expériences il y a plus de 15 ans de ça ne nous rajeunit pas, mais j'avais des commerciaux qui se levaient le matin et qui disaient ah tiens j'ai vu un tel dans la presse, on va l'appeler, et qui faisait que ça à longueur de temps. Non mais ça c'est bon, en 2023, 2024, c'est plus l'enjeu quoi. Donc il faut une équipe de growth qui dise là votre book of business. Alors il faut alterner les deux. C'est-à-dire que le marketing doit être capable de dire, vous m'avez dit, vous, les sales, que vous vouliez aller là, j'ai identifié qui y avait là, je vous le donne. Par contre, les sales, c'est pas des robots non plus. Donc, il faut aussi qu'ils aient ce degré de liberté en disant, OK, super, le book of business, mais je veux aussi aller, moi, taper là-dedans. Mais très bien, on fait une alternance des deux. C'est comme ça qu'on va effectivement plus y gagner. Et puis après, pour ça, il y a quand même quelques outils. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si les télés étaient allumées. Moi, je suis un grand fan de la data. Et donc, le responsable du care, on l'avait déjà fait dans d'autres entreprises. On est arrivé ici, le premier truc qu'on a fait au bout de 2 semaines, on a dit, allez, vous mettez les télés, je veux tous les indicateurs et on y va. C'est par équipe ou par commercial? Il y a les deux. Plecto, on l'a pas fait par commercial. Déjà, on le fait par équipe. Maintenant, j'ai un suivi du BP sur les tableaux, quoi. Vous arrivez sur le plateau, on en est où par rapport au BP, quoi? Est-ce que tu as d'autres outils pour essayer de connaître encore mieux son marché et son secteur? Parce qu'on parlait de journaux tout à l'heure, je pense à Challenge, les pages du Figaro, le classique business, mais quand on parle plus de LinkedIn, de Zoom Info par exemple, des outils qui permettent de connaître mieux l'organigramme de ses prospects, mieux les décisionnaires que tu vas aller cibler, c'est en plus très important pour la phase de découverte et de value selling. Donc ça, c'est plutôt mon équipe growth qui va utiliser un ensemble d'outils assez monstrueux. Ils sont vraiment très forts et même le CMO en fait vient de là et il a quelqu'un en dessous qui dirige une équipe qui sont très très puissants. Ils en ont plein. Franchement, ils ont connecté, ils ont mis une vraie mécanisme d'interaction. C'est un peu notre sauce, on va dire interne. Je m'aventurerai pas là-dessus moi personnellement. J'aurais trop peur de dire des bêtises. Tous ceux qui vont de l'info peuvent me contacter et je les remettrai en relation. Mais je sais que ouais, ils ont monté très très fort. Mais par contre, c'est toujours pareil. C'est ok, mais c'est quoi mon degré d'efficacité? Et à l'inverse, faut pas être dans le mythe. Là, typiquement, mes commerciaux, ils étaient un peu dans ce mythe en disant ah bon, le marketing nous envoie des leads, c'est bon, on va se poser puis on va appeler. Non les gars, attendez. On n'est pas chez des gens qui font que de l'inbound, ou alors qui ont des milliards de personnes, enfin des milliers de personnes qui travaillent à qualifier de toutes les bases. C'est-à-dire que moi, j'attends d'un book of business au départ qu'il y ait 5% d'opportunités et à la limite 95% de déchets. Ça me pose aucun problème. Et puis on va monter à 10, puis on va monter à 15, puis on va monter à 20. Et donc, il faut aussi un peu casser ce côté de ah bon, maintenant, je fais juste du closing. Non. En fait, c'est l'ensemble des interactions de chacun et du rôle de chacun qui va faire monter ça, quoi. On va repasser un petit peu sur la partie management de ta force commerciale. C'est quoi la première chose que tu fais ou que tu ferais si tu avais besoin de former tes commerciaux et de mieux former tes managers commerciaux? De leur faire comprendre que les gars, ça fait des années où il y a plein de choses qui tournent en fait, et à la limite d'aller regarder aussi chez vous, parce que franchement vous êtes une très belle machine de vente, et je le dis pas parce qu'on est sur un podcast, mais c'est vrai que quand je t'avais eu en appel déjà, tu connais. Ouais, clairement. Ouais. J'ai même des anciens de chez vous, et j'ai dit super. Moi, j'adore la machine de vente chez vous. C'est costaud, faut s'accrocher, mais ça marche. Et donc déjà, moi j'attends des managers qui se disent pas bon alors c'est quoi, j'ai des commerciaux, des deals, donc faut que je regarde où les deals ils vont et puis voilà, je m'intéresse puis je monte sur 2-3 calls. Non les gars, c'est pas ça une machine de vente à notre époque en fait. Une machine de vente à notre époque, c'est qu'est-ce qui marche pas, on est quand même submergé de contenu pour essayer d'apprendre. Je veux des gens déjà qui se disent comment je deviens le meilleur. J'aimerais vraiment, ça c'est un rêve ultime que j'ai chez Ringover et je sais pas si j'arriverai un jour à votre niveau, mais qu'un des commerciaux qui sortent d'ici, ils se disent « Ah franchement, super équipe de vente ». J'ai ce rêve, ça fait des années, donc je pense qu'on se comprendra un peu plus. Mais il y a une époque, dans les années 90, je travaillais pas en 90 quand même, mais c'était Xerox. Xerox, c'était connu pour aller dans les super écoles de vente. Et puis je ne veux pas dire décennie parce que le temps s'accélère, mais tous les 2-3 ans, on se dit, cette entreprise, franchement, tu sortais de là-bas, mais tu avais tout compris à la vente. Et la vente, c'est pas le closing. La vente, c'est le cycle de vente. Et j'aimerais qu'un jour, chez Ringover, les gens puissent sortir de là et dire,
Ah, franchement, on a appris la méthodo, on a appris les burning questions, on a appris la raison d'être, on a appris les tensions, les conséquences, le chiffrage, on a appris à faire des comptes de test, on a appris à relancer des clients, on a appris à traiter les objections, on a appris à gérer Salesforce de manière extrême, on a appris à traiter les leads avec des book of business. Ah, je sors de là, moi je me dis, mais super, là j'ai fait mon pari, quoi. C'est marrant que tu évoques Xerox parce qu'on a eu plusieurs invités sur le podcast qui sont passés par Xerox et c'est vrai que c'est assez unilatéralement reconnu comme étant vraiment une force de vente assez impressionnante. Pour moi, j'avais plus les années 2000 en tête que les années 90, mais du coup j'apprends. Et d'ailleurs, il y a un de nos invités, le premier épisode avec Expedia avec Antoine Walter, où il venait de Xerox. Et ensuite, il est allé chez Expedia et nous, on s'était assez rendu compte qu'en ayant aussi beaucoup d'invités d'Expedia, c'était aussi devenu une belle école de vente du coup dans les années 2010. Mais je te remercie parce que je pense aussi avec grande objectivité que Up2 est une très belle force de vente. Et d'ailleurs, Clairement. j'avais envie de rebondir sur ta réponse pour poser une autre question à Didier. On dit souvent chez nous que un bon vendeur fait pas forcément un bon manager commercial. Pour toi, c'est quoi les choses à repérer chez un bon commercial qui feront éventuellement de lui un bon manager? Alors, ouais, ça, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas un problème. Au contraire, c'est bien qu'un manager ait été un bon commercial. Alors maintenant, effectivement, il y a pas mal de skills. Moi, je pense qu'un très bon commercial, c'est quelqu'un qui, quand même, va être capable d'emmener les gens vers la gagne, vers un résultat. Il s'entraîne à le faire sur son périmètre de prospect client. Et en fait, il développe un truc clé qu'on appelle l'assertivité, en fait, qui est un peu au-delà de l'empathie, qui est simplement de s'intéresser aux besoins des gens, etc., et de se mettre dans leur tête. C'est non seulement de se mettre dans leur tête, mais aussi être capable d'être suffisamment leader pour leur donner envie de changer, sans forcer, dans une vente exactement comme tu l'as dit, consultative et tout. Et donc, en fait, cette l'assertivité, moi, je trouve que c'est une des premières compétences d'un manager. Parce que t'en penses. Oui, tout à fait. Il faut qu'il ait un peu de combativité et qu'il sache se poser et accompagner. Voilà, et driver et donner envie d'eux. Et voilà, je trouve que le meilleur terrain de jeu pour développer cette skill qui est indispensable pour le manager, c'est le commerce. Donc, moi, j'aurais envie de dire, les très bons commerciaux, forcément, à un moment ou à un autre, ils ont développé cette skill. Donc, ils sont en première position pour être des bons managers. Voilà. Bon, je me trompe peut-être. Dis-moi, c'est une grosse nuance. Je ne veux pas dire un titre, c'est quand même une grosse nuance. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du cycle et de la façon dont ça a été opéré. Enfin, franchement, j'ai des commerciaux, et j'en ai vu tout au long de ma carrière, qui peuvent être très bons. Jamais je leur confierai une équipe. Pourquoi ? Parce que un commercial peut être très bon, parce que il identifie parfaitement le marché. J'ai des commerciaux qui savaient exactement où taper, qui étaient très bons en identification des besoins. Il savait que les gens qui avaient tel besoin, il allait à tel endroit, et donc il mettait son nez là-dedans, il en tirait 2-3. Et comme les gens avaient un tel besoin, ils signaient, pas de débat. Mais est-ce qu'il avait construit ça ? Non. J'ai des commerciaux qui sont des brutes de téléphone. Ils font du volume, mais alors incroyable. Et donc forcément, ça reste quand même un jeu de volume, les sales. On va l'améliorer avec des ratios de transfo. Mais franchement, quelqu'un peut être très mauvais, mais s'il appelle comme un fou, il va s'en sortir aussi. Lui, c'est pareil. Faut à chaque fois se comprendre en disant... S'il a effectivement, et là je te rejoins totalement, s'il a développé parce qu'effectivement il a une panel assez large, il a une assertivité, il s'est accompagné, il sait s'adapter, très bien. Mais si en fait il a été bon parce qu'en fait il est extrêmement super puissant, il a un super pouvoir dans un truc, attention. Oui, bien sûr. Et je pense que ça rejoint un petit peu l'idée qu'on avait du vendeur avant qui parlait beaucoup et qui écoutait peu et qui du coup n'était pas finalement tourné vers les autres et qui peut-être du coup faisait un mauvais manager. Je pense à tout ce qu'on pensait du commercial parodique. On a souvent cette image en France, mais c'est aussi dans le Loup de Wall Street, par exemple, où on voit que ça parle beaucoup, mais ça écoute assez peu. Et pourtant, c'est complètement opposé au value selling et à la phase de découverte dont on parlait tout à l'heure, où il faut ouvrir bien les esgourdes. Je suis pas d'accord avec ta référence, justement. Rappelle-toi d'une scène dans le Loup de Wall Street où il explique à ses commerciaux, dès qu'il les a récupérés, en disant, et il dit une phrase et il s'arrête. Et les autres se disent « Ah !» Et il dit « Le premier qui parle a perdu. » Et il tire pas tout le pitch de vente. Exactement, il fait pas tout le pitch de vente. Et donc, c'est vraiment... Non, je trouve que il démontre aussi la façon de dire « J'apporte la bonne information, mais je n'apporte pas plus que l'information. » Ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire je ne résous pas le problème, je lui laisse mûrir le problème. Je trouve que les commerciaux, effectivement, les mauvais, pour moi, sont ceux qui vont te déblatérer le produit, ou alors « Oui, je sais régler », ou alors « Je vais vous expliquer de long en large et en travers ». Mais où on sort du... Moi, je me souviens d'une anecdote, j'arrête pas de l'utiliser. C'est pas une anecdote, c'est une blague. C'est
un junior qui sort d'un rendez-vous et qui dit « Alors, ça s'est bien passé ?» « Ouais, ça s'est super bien passé. Je lui ai présenté le produit. Il était très intéressé et tout. Vraiment, je lui ai présenté tout ça et tout. Il m'avait bien écouté. C'était top. Ok, super. Commercial senior, effectivement. Alors, ça s'est bien passé. Oui, il m'a raconté ça. Voilà comment ça se passe dans son entreprise. Il a ça comme problème. » Rien à voir. Rien à voir. Et c'est ça tout l'enjeu, en fait. C'est de se dire à un moment donné, je vais détecter ce dont il a besoin. Je vais pas lui raconter ma vie. Franchement, je préfère des commerciaux. J'ai un de mes coachs, j'avais il y a 2 ans sur la partie commerciale, qui disait, mais grosso modo, si vous êtes capable avec 2 questions de faire surgir le truc, mais vous avez gagné, en fait. Une discovery, il m'a dit, mes meilleurs clients descendent de 3 quarts d'heure à 1 quart d'heure. Je dis, non, mais là, tu rigoles. 1 quart d'heure à faire une disco. Il me dit, si. Parce qu'on a identifié les 2-3 questions il appelle les questions qui font saigner. Et là, j'ai utilisé le même vocabulaire ici. Tout le monde m'a regardé en disant, mais c'est ça. Si vous me trouvez pas de douleur, si vous trouvez pas la question en disant, mais t'as pas mal là. Et que le gars se regarde en disant, c'est vrai que ça me pose un vrai problème en fait. Ok, t'as pas mal là? Si. Bon bah tu sais quoi? Ta douleur, tu vis avec parce que comme toute entreprise, on a 80% des trucs qu'on aime puis 20% des trucs qui nous embêtent. Mais si je te règle tes 20%, peut-être passer à autre chose quoi. Ah oui. Et ça, c'est intéressant. Et justement, pour capter toutes ces qualités chez un commercial, on va parler un petit peu plus recrutement. On se dirige vers la fin un petit peu de notre podcast. Pour créer une équipe performante, un peu alignée sur vos objectifs, vos valeurs, justement, pas qu'un peu, quelles sont tes meilleures pratiques de recrutement? Tu regardes quoi en premier? C'est quoi tes premiers critères lorsque tu fais du recrutement, que ce soit de manager ou de commerciaux? Alors, même pas que de commerciaux. Moi, j'estime que je veux des gens, et ça c'est inhérent à ma personnalité, hein, je recrute pas des clones, mais je cherche quand même cette valeur fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable d'apprendre. C'est-à-dire que les commerciaux, j'ai des très très bons, mais qui vont me faire du volume. Ça peut être utile. Mais je trouve que les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui se disent, ok, j'ai l'impression qu'il faut parler tout le temps, que je vais apprendre le produit, que je vais en faire. Ah tiens, on est en train de m'expliquer en fait qu'il y a d'autres méthodos, que en fait en posant la bonne question et en laissant quelqu'un parler, ça va marcher. Ça, on n'arrive pas trop à le détecter en fait, que la personne sait parler ou plutôt va laisser la main. Ce qu'on sait pour moi évaluer rapidement, c'est est-ce qu'en permanence il va se dire est-ce que je fais la meilleure chose. Et je trouve que des commerciaux qui sont capables de se dire chaque semaine je vais essayer quelque chose de nouveau pour m'améliorer, mais ça c'est les meilleurs pour moi. La personne qui est capable chaque semaine de se dire tiens j'ai envie de tester ça. Est-ce que dans mon discours commercial ça va mieux fonctionner? Là, je trouve qu'on a des mots. Ça, je vais aller le chercher. Et passer maintenant à nos dernières petites questions de fin, les questions un petit peu plus concises que nos auditeurs parfois affectionnent pour vraiment dégager de la valeur rapidement et de manière beaucoup plus concrète. Comment est-ce que tu as automatisé des process ces 2-3 dernières années et qu'est-ce que tu conseillerais aux autres d'automatiser pour aller plus vite justement? Analysez tout de suite votre pipe. C'est un classique, je l'ai vu dans nombreuses entreprises. Les commerciaux ont beaucoup de pipe fantômes. Il faut savoir à un moment donné envoyer. Alors ça, c'est une expérience que j'ai eue typiquement avec une personne que j'ai interviewée dans les live talks qu'on génère chez Ringover et qui sait, nous, à un moment donné, passé un certain délai, on envoie un email qui dit, voilà toutes vos douleurs qu'on avait référencées, voilà ce que vous vouliez faire. Il n'y a plus de réponse. On va donc considérer que vous êtes passé à d'autres choses. C'est dommage parce que, on m'a expliqué en préambule, normalement, tous les problèmes qu'il avait. Et ça permet de closer, en fait. Ça réveille. En disant, oui, mais on en revient à la base. Et donc, la première chose à analyser, c'est vraiment analyser votre funnel parce que je vous garantis que dans la majorité d'entreprises, le nombre de deals fantômes qui existent, mais il est monstrueux. Je le vois dans chaque entreprise, c'est monstrueux. S'il y a un truc que je regarde en permanence, c'est ça. Et ensuite, en termes d'automatisation, peut-être sur les mails d'approche, de prospection, de confirmation, de signature, est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais à des directeurs commerciaux de peut-être plus petites, plus moyennes forces de vente qui ont peut-être des difficultés en ce moment avec un contexte plus particulier, des choses où ils peuvent aller gagner du temps en automatisant par exemple certaines interactions? Est-ce que tu es plutôt contre cette pratique-là? Non, je pense qu'il faut. Moi, typiquement dans la formation qu'on a faite, j'ai donné les phrases types. Après, c'est une bataille permanente entre convaincre déjà que ces phrases types fonctionnent, permettre aux commerciaux de les tester mais d'en trouver d'autres et faire vivre l'organisation autour de ça. Donc, il faut processer. Pour moi, c'est important et il faut aussi trouver le bon degré de liberté. Et ça, c'est une bataille au quotidien. C'est une bataille perpétuelle. On en avait parlé lors de la préparation de ce podcast. On pourra le faire une autre fois d'ailleurs sur uniformiser le discours de vente ou non. Je sais que tu étais contre à la base et que maintenant, tu as un petit peu changé ton approche de la chose. Donner quelque chose d'uniforme
et il faut après suivre les déviations. Voilà. Là, on va tomber plutôt sur un livre au MCU, quoi. Il peut y avoir une tagline, c'est ça. Mais on peut se permettre de temps en temps d'avoir quelques branches. On n'est pas obligé de tout couper, quoi. J'ai la référence, mais plus d'allégorie audiovisuelle. Maintenant qu'il faut que je revoie le Loup de Wall Street, je peux plus me permettre de diverger. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Emmanuel, lorsque tu regardes un petit peu en arrière? À un moment donné, il faut revenir au basique. Faut vraiment, ok, on peut monter les meilleures fonctionnalités, mais à un moment donné, il faut aussi lever la tête du guidon en disant, ok, est-ce que j'ai bien identifié mon marché? Est-ce que j'en ai des nouveaux? Est-ce que j'ai les bonnes personnes aux bons endroits? Est-ce que j'ai ma raison d'être? Est-ce que je connais mes tensions? Est-ce que je connais mes conséquences? Et faire un peu sa checklist. Allez, on en revient, on fait la checklist et puis de se dire, ça a un peu bougé là. Allez, on va se le refaire. On va se refaire un petit exercice là. Mais pas tous les 3 mois, mais de temps en temps, revenir en disant ok, et puis refaire cette checklist. ChatGPT fait ça très très bien. Tiens, voilà, si je suis Dirko, qu'est-ce que je dois regarder? Il vous sort un liston comme le bras, et puis vous cochez. Ah tiens, ça, est-ce que c'est important? Bah non, ça pour l'instant c'est pas important. Mais de temps en temps, faut revenir, quoi. Faut sortir la tête du guidon. Et si tu reviens quelques décennies en arrière, tu disais peut-être pas jusque dans les années 90, mais si tu reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce que tu dirais au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente? Le conseil que tu donnerais? Je sais que dans certains épisodes de nos podcasts, on se dit surtout lâche pas, tu vas y arriver. Est-ce que toi tu vas être axé sur la performance? C'est quoi le conseil flashback un peu? Je vais prendre un truc dont on n'a pas parlé, qui est pourtant essentiel dans l'acte de vente. C'est quand on est commercial, on a l'impression que la personne à qui on parle, c'est elle qui va prendre la décision et donc faut la convaincre elle. Et en fait, j'ai compris, pas récemment, mais enfin ça fait quand même quelques années mais non, en fait, cette personne-là n'est qu'un relais. Et donc, si on la travaille pas en tant que relais, en lui donnant les bons éléments pour qu'elle-même aille défendre en interne, il se passe rien. Et ça, je trouve que en tant que commercial junior, moi, je savais pas ça, en fait. J'avais l'impression, alors, quand on travaille sur des gros deals, typiquement, j'expliquais chez Alcatel ou chez Microsoft, bien sûr qu'il y avait plein de monde, mais ils étaient même identifiés. Mais en fait, il y avait aussi du monde derrière. Et ça, c'était mal fait, en fait. Et dans les startups, quand j'ai commencé, je pensais pas à ça. Je pensais à convaincre mon interlocuteur. Et à force de conviction, je me disais, bah oui, ça va être signé. Mais en fait, il a un boss derrière. Et donc, là, j'ai mis une règle très, très simple en place chez Ringover. C'est, je dis, un email, un contenu. Parce que chaque email que vous devez envoyer, il doit pouvoir s'en servir pour aller voir son boss ou son collègue et aller convaincre qu'en fait, Ringover est la meilleure solution. Et ça, c'est un truc, je pense, qui aurait été encore meilleur si je l'avais su très, très vite, en fait. Très bien noté. Et maintenant, c'est ma dernière question. On a déjà parlé de quelques références culturelles dans cet épisode, mais je voulais savoir s'il y avait spécifiquement 2 ou 3 livres, 2 ou 3 outils, peut-être même des films que tu voulais recommander à nos auditeurs pour peut-être se remotiver, relancer sa machine de vente ou même ses commerciaux directement. Bah là, la personne qui s'occupe de l'académie de vente chez nous m'a conseillé un livre que j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai acheté 20, je l'ai distribué à mes commerciaux. Enfin, d'abord les directeurs commerciaux et puis après, je verrai si je descends au niveau des équipes, parce que ça doit d'abord passer par les managers. C'est Gap Selling, que je trouve très très bon. Et puis après, encore une fois, je vais pas faire de la pub, mais vraiment j'y crois. Vous avez beaucoup de contenu qui est très intéressant. Moi, je vais courir, c'est au podcast, et ceux que vous faites sont très très bons. T'es pas le seul à me dire que tu nous écoutes en courant. Ouais, en fait, avant, je faisais de la musique, et puis maintenant, ça y est, je commence à avoir un certain rythme, donc ça y est, je peux commencer à avoir un rythme. Mais il y a vraiment du contenu partout, et donc j'ai surtout envie de dire, c'est continuer à vous informer. Enfin, moi qui suis, vous l'avez compris, je suis très analytique, j'adore lire, je dévore des livres. Mais il y en a plein des gens qui ont travaillé effectivement sur la force de vente et puis après sur la traduction. C'était ma dernière question. J'ai quand même la poser à Didier aussi. Toi, tu utilises quel moyen pour t'informer au quotidien, Didier? Moi, je parle beaucoup, plus que je lis ou j'écoute. Je parle beaucoup avec des gens, j'échange avec des gens, je déjeune avec des clients. J'ai ce terrain de jeu qui est fantastique, qui sont nos clients, c'est assez intéressant. Bon, évidemment, à des moments comme ça, parce que j'ai vraiment mes grandes oreilles grandes ouvertes, mes oreilles grandes ouvertes, pardon. C'était vachement intéressant ce que tu disais. Mais il y a aussi des gens qui te ramènent aux fondamentaux, en fait, qui ont des organisations commerciales qui sont peut-être un peu moins modernes ou un peu moins tech, un peu moins abouties et qui ont des principes très intéressants et qui sont des très très belles machines de vente presque sans le savoir, en fait, ou sans vraiment investir comme des malades pour que chaque truc soit pensé de manière excellente, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça sur des échanges. Sur des conversations. Moi, j'aime bien les conversations et déjà. Un club, alors. Voilà. Ouais, il faudrait, ouais. Exactement. Il s'appellerait Vive la vente comme ce podcast. Voilà, peut-être, ouais. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces réponses. Avec plaisir, merci à vous. Qui, j'espère, seront vraiment
donner des conseils et de la valeur ajoutée à nos auditeurs, à qui je rappelle en cette fin d'épisode qu'ils peuvent laisser un commentaire s'ils nous écoutent avec Apple Podcast ou Spotify. Un commentaire et j'espère bien sûr une note 5 étoiles pour cet épisode. Merci à tous les deux pour cet épisode un peu spécial et je vous dis à bientôt et bien sûr, vive la vente. Merci. Merci.